Hello tout le monde, c'est Chloé et ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un étalonnage facile en peu de temps. Si jamais en fait vous êtes un vidéaste qui fait votre post-production en entier tout seul et que par exemple vous avez un petit peu peur de l'étalonnage, cette vidéo est faite pour vous. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer un étalonnage simple mais que vous pouvez réutiliser dans plusieurs situations et en même temps, je vais vous donner l'arbre à nœuds que nous allons utiliser pour ce tutoriel. Étant une étalonneuse professionnelle, j'ai mis des années et des années à trouver en fait un arbre à nœuds qui me correspond mais aussi qui soit très versatile pour mes différents projets. La version que je vous donne est une version guidée de mon arbre à nœuds et que je pense que vous pourrez réutiliser sur vraiment plusieurs de vos vidéos. Vous pouvez le retrouver en description gratuitement, le télécharger et donc du coup suivre le tutoriel avec. Pour cette vidéo, pas de chichi, je vais pas vraiment expliquer en profondeur les outils qu'on va utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi on les utilise et quand est-ce que ça apparaît dans notre arbre à nœuds. Mais cette vidéo a pour but de vraiment vous donner en fait des très bonnes bases pour réutiliser cet étalonnage sur plusieurs de vos projets. Trêve de blablatage, allons au tuto. Donc nous voilà dans notre timeline pour un étalonnage super facile. Pour vous aider dans votre étalonnage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un arbre à nœuds qui va être utile en fait pour ce tutoriel, mais aussi pour vos prochains projets. Je vais vous mettre dans la description gratuitement le Notetree simple que j'ai créé. Quand vous l'avez installé dans votre PowerGrade, ce que vous pouvez faire, c'est juste le prendre et le glisser dans votre arbre à nœuds. Et souvent, en fait, vous allez juste avoir le nœud de luminosité à juste attacher à la source qui est ici. Et après, vous êtes parti pour faire votre étalonnage. Donc ici, quand vous allez mettre mon Notetree simple dans votre arbre à nœuds, vous allez avoir plusieurs nœuds qui ont un label. Et donc du coup ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le CST. CST est l'acronyme pour Color Space Transform. Si vous avez DaVinci en français, c'est conversion de l'espace colorimétrique. Alors, pour faire notre conversion d'espace colorimétrique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre barre d'effets et qu'on va chercher Color Space Transform. Si vous avez la version française de DaVinci Resolve, ça sera conversion d'espace colorimétrique. Donc vous allez prendre ça et le mettre sur votre nœud et on va remplir ensemble le Color Space Transform. Avant toute chose, je vais vous montrer mes réglages pour le Color Management. Donc on va aller dans les settings, donc dans les réglages. On va se mettre en Color Science DaVinci YRGB. Timeline Color Space, ça va être Rec 709 Scene. Et Output Color Space, ça va être Rec 709 Gamma 2.2. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on est en Gamma 2.2. J'ai l'impression que quand vous êtes un vidéaste, la plupart du temps, vos outputs vont être à destination d'Internet. En gros, pour vous la faire courte, Gamma 2.2 est parfait comme output pour des destinations sur Internet car la plupart des écrans d'ordinateur et aussi des écrans de téléphone sont en Gamma 2.2. Donc si jamais vous faites un export qui va être vu sur Internet, le mieux c'est de faire un Gamma 2.2. Si vous faites un export qui va être vu sur une télévision, donc c'est-à-dire de la pub à destination de la télévision, ça sera Rec 709 Gamma 2.4. Ok ? Donc du coup, on va suivre les mêmes choses que ce qu'on a mis sur nos réglages. Donc en Input Color Space, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra que j'ai utilisée pour tourner ce plan. Et ce plan a été tourné avec un A7S3, donc Sony A7S3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir Sony S-Gamut 3 Ciné. Et je vais aussi mettre Sony S-Log 3. Ok ? Si jamais vous avez du mal avec tout ce qui est Input Color Space et Input Gamma pour les caméras, je vais vous mettre en description une petite fiche juste récapitulative que vous pouvez en fait utiliser si jamais vous avez des doutes. Pour
Output Color Space, on va suivre ce qu'on avait en Color Management dans nos settings. Donc, ça va être Rec 709 et Gamma, ça va être Gamma 2.2. Parce que ce que je vais faire, c'est à destination d'Internet. Donc, là, comme on veut aller au plus simple pour ce tutoriel, on va pas toucher au tone mapping et au gamut mapping. Ok? Donc, qu'est-ce que fait mon Color Space Transform? Ça va me mettre mes couleurs et mon contraste dans une bonne zone pour juste reproduire ce que la caméra a vu sur le tournage. Donc, du coup, j'ai une très bonne base pour faire mon étalonnage autour. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'exposition. Donc l'exposition, ça va être le fait d'ouvrir notre image et d'avoir en fait un contraste beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus plaisant. Ok? Donc pour faire mon exposition, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma roue HDR et que je vais monter mon global. Ok? Alors, pourquoi je vais dans ma roue HDR au lieu d'aller dans ma roue offset et monter ma roue offset? La roue globale va se comporter de la même manière que par exemple la jauge d'exposition que vous pouvez avoir sur Photoshop. Donc en gros, quand je vais la monter et la descendre, je ne vais pas perdre mes caractéristiques en termes de contraste. Le contraste va rester le même, donc par exemple je peux augmenter et mon contraste ne va pas être lifté, que si jamais en fait je fais avec le offset, mon contraste va être lifté et je vais du coup perdre un petit peu ce contraste naturel que j'avais déjà de base sur l'image. Je vais commencer sur mon global et je vais ouvrir mon image. Ok, je fais attention de rester en fait dans mon scope. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne va pas aller en dessous de 0 et on ne va pas aller au-dessus de 10-23. Ok. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux aller dans mes couleurs primaires. Ok. Dans mes couleurs primaires, dans ma roue de gain. Donc, si jamais vous l'avez en français, c'est la roue de haute lumière. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu pour ouvrir un petit peu plus. Et je vais aller dans ma roue de basse lumière, donc mon lift. Et je vais aller un peu en dessous. Si je vais un petit peu en dessous, ça me fait un petit peu plus de contraste. Et ça va aider en fait à faire popper mon image. Donc, ça, c'était ce qu'on avait avant, juste avec la conversion d'espace colorimétrique. Et ça, c'est après notre exposition avec la roue globale sur HDR et notre stretch de gain, donc gain roue de haute lumière et de lift roue de basse lumière. Donc maintenant que ça c'est fait, parce que maintenant je trouve que j'ai un contraste assez naturel et que j'aime beaucoup, on peut aller en fait dans le node pour la luminosité. Donc je l'ai appelé luminosité. Ça va être un node qui va nous aider en fait à contrôler un petit peu le roll-off. Donc le roll-off, c'est comment la lumière va s'appliquer par exemple sur un visage et du coup la transition du contraste entre les blancs et les noirs. Ok? Donc pour ça, on va aller dans notre roue HDR. Et dans notre roue HDR, je vais aller dans lumière et je vais descendre un petit peu la lumière. Donc peut-être à moins 0.05 pour ce cas-là. Souvent, en fait, quand j'ai d'autres plans, je vais rarement en dessous de moins 0.010 parce que je trouve qu'après, c'est un petit peu trop bas. Du coup, vous perdez un petit peu de peps de l'image. C'est très subtil. Ça, c'est sans la luminosité, donc descendue, et ça, c'est avec la lumière descendue. Alors ici, comme je n'ai pas beaucoup de saturation qui arrive grâce à l'espace de conversion colorimétrique, ce que je vais faire, c'est que je vais booster un petit peu plus mon image parce que là, je trouve qu'elle est un petit peu voilà. Donc, je vais aller en fait dans mes couleurs primaires et ensuite, je vais aller dans mon Color Boost. Et je vais mettre un petit peu plus de boost dessus. Donc là, je vais aller en fait dans un truc qui me semble assez naturel. Et je pense que dans cette image, un 10,
ça me va assez bien parce que du coup, là, ce qui se passe, c'est que j'ai un petit peu plus de peau et j'ai aussi un petit peu plus de background qui arrive en termes de couleur. Donc, c'est plutôt bien et ça me fait un petit peu plus de délimitation en termes de couleur. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la peau. Donc, si vous voyez sur l'image que j'ai, ma peau est un petit peu, comment dire, mutée. Donc, ma peau est un petit peu mutée, donc il va falloir que je la booste un tout petit peu plus. Et aussi, je trouve qu'elle part un petit peu dans les jaunes. Donc, je vais mettre un petit peu plus de magenta dessus. Pour avoir une vision un peu plus claire de ce que la peau représente dans mes scopes, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer dans mes scopes ici, dans le menu déroulant, et aller dans, dans Vector Scope. Ici, dans Vector Scope, je vais avoir une représentation des couleurs qui sont dans mon plan. Ok, Vector Scope est super utile pour la peau parce que nous avons un Skin Tone Indicator. Donc, le Skin Tone Indicator va être un indicateur de la couleur de la peau. Et je vais juste vous mettre un petit zoom, comme ça vous voyez mieux ce qui se passe. Donc, du coup, ici, là, je vais avoir mon background. Si vous voyez, c'est du bleu. Donc, je vais avoir en fait ce faisceau de bleu qui va aller vers le bleu et le cyan. Et en fait, ici, ça représente mon sujet qui est ici. Et là, en fait, vous voyez que ça va plus vers le jaune. Donc, Y, c'est yellow. Ça va plus vers le jaune que le rouge. Et en fait, j'aimerais juste rééquilibrer et avoir un petit peu plus de rouge pour avoir, en fait, mon spectre de couleurs sur la ligne de peau. Ok? Donc, pour ça, je vais aller dans mon Color Wrapper, ici. Et je vais juste avoir un petit peu plus de résolution, de... Comment ça s'appelle ça? Je crois que ça s'appelle Hue Resolution. En français, je ne sais absolument pas, mais c'est ici, si vous voyez. Et vous allez la mettre à 16. Comme ça, on va avoir assez de vecteurs possibles pour avoir un rendu assez précis. Donc, un truc à savoir, c'est que je ne sélectionne jamais mes peaux juste parce que je veux qu'en fait mes peaux soient le plus naturelles possible et donc du coup je ne veux pas qu'elles soient détachées avec par exemple le background ou quelque chose dans le genre. Donc si jamais en fait je bouge un vecteur de couleur, tout le vecteur de couleur va bouger en fait en même temps et on va avoir un résultat assez harmonieux dans toute l'image. Donc c'est ce que je fais. Je vais vous montrer. On va mettre un petit peu plus grand notre color wrapper. Comme ça vous allez voir ce qui se passe et garder un œil aussi sur le vector scope. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait la ligne de peau, donc je vais regarder où est sa ligne de peau et sa ligne de peau, vous voyez, elle est entre celui-ci et celui-ci. Donc quand je vais aller en fait sur son visage, je vois qu'il y a un indicateur sur le color wrapper et du coup je vais prendre l'indicateur, donc il y avait ce faisceau là et ce faisceau là, donc je vais prendre ce faisceau-ci et je vais aller vers le rouge. Et vous voyez que là, en fait, quand je bouge mon vecteur sur mon vector scope bouge aussi. Donc là, je vais la mettre au milieu. Et ça va me donner un truc qui est un petit peu plus harmonieux. Donc ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir discuter de la densité. Donc ce qui est cool avec DaVinci Resolve 19, c'est qu'on a un outil qui s'appelle Color Slice. Donc Color Slice est ici et Color Slice, ça va nous aider en fait à faire de la densité sur certains vecteurs de couleurs. Donc là, dans mon image, je peux voir que mon personnage a un background qui n'est pas de la même couleur que sa peau. Et ça, c'est quand même un bon avantage. Et donc du coup, je vais pouvoir utiliser en fait cette information pour avoir un résultat qui est encore plus poppy et donc du coup pour avoir un résultat qui est beaucoup plus lisible quand on va regarder mon image.
Ok, donc pour ça, je vais utiliser ma densité et je vais vous montrer tout de suite ce que vous pouvez faire. Je veux que mon background soit un petit peu plus obscur que mon personnage. Comme ça, en fait, mon personnage va être un petit peu plus mis en avant. Et donc du coup, je vais aller dans mes bleus et je vais bouger mes bleus. Donc si vous voyez, quand je monte, je suis beaucoup plus dense. Et quand je vais en bas, je suis moins dense. Donc du coup, je baisse la luminosité et j'augmente la luminosité. Donc là, je vais juste baisser la luminosité. Donc si vous voyez, ça c'était avant, ça c'est après. Ce qui fait que mon personnage est un petit peu plus délimité du mur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la couleur pour avoir une délimitation qui soit encore plus marquée. Ok? Donc, du coup, ça, c'était avant mon color slice. Et ça, c'est après mon color slice. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut faire un petit peu de light reshaping, du peaufinage en termes de lumière dans notre plan. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une vignette. Donc, on va rester très simple. Une vignette va permettre à notre œil de se focus juste sur notre personnage. Et pour ça, en fait, on va aller dans les Power Windows, ici. Donc, dans les fenêtres. Et on va prendre le cercle. On va faire une forme autour d'elle. Pour votre cas, vous allez faire une forme autour de votre personnage principal, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les courbes. Et dans les courbes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point. Et on va augmenter un petit peu la luminosité ici. Donc, vous voyez ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste augmenté la luminosité sur notre personnage, mais on n'a pas touché ce qui était autour, ok? Vous allez voir, en fait, dans mon node tree simple, on va avoir un autre nœud qui va arriver après. Donc ça, c'est la fenêtre qu'on a créée. Donc vous voyez que mon personnage est sélectionné. Et en fait, le nœud qu'on a juste après, c'est un nœud qui va être l'inverse de ce qu'on a fait. Et donc du coup, ça va sélectionner que ce qui est autour. Et donc du coup, pour ce nœud-là, qui est l'inverse de ma fenêtre ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point et on va aller un petit peu plus bas. Donc ceci va nous permettre de créer un effet en fait de lumière sur notre personnage et donc aussi de délimiter notre personnage beaucoup plus du background. Et ensuite, on va finir par une petite touche finale. Et cette petite touche finale est l'overlay. Donc, overlay, c'est une technique de contraste et de densité que j'aime beaucoup faire et que je trouve qui va apporter un petit peu plus de peps à votre étalonnage. Donc pour ça, c'est super simple. Vous allez juste faire un clic droit, aller dans vos composite mode et juste sélectionner overlay. Ce qu'on a fait là maintenant, on va pas y laisser comme ça. Ce qu'on a dit concrètement à DaVinci, c'est que on a pris notre étalonnage et on a juste mis notre étalonnage par-dessus. Et du coup, ça va augmenter le contraste et ça va augmenter la densité. Je veux pas autant de contraste et de densité parce que on n'est pas en 2010. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre note key et on va aller dans key output et diminuer tout ça et le mettre autour de 20%. Donc je trouve que 20% c'est souvent en fait le sweet spot. Je trouve que ça nous rend une image qui est beaucoup plus 3D, qui a plus de relief et plus de texture et ça va rendre en fait votre étalonnage beaucoup plus punchy. Nous avons terminé notre étalonnage. Donc qu'est-ce que nous avons fait pour cet étalonnage? On a fait notre conversion d'espace colorimétrique. Donc on est allé de Sony S-Log à Rec 709 Gamma 2.2 parce que c'est pour internet. Et du coup après ce qu'on a fait, c'est qu'on a régulé l'exposition. Donc avec notre roue HDR global et notre lift et gain. Okay. Après on a régulé en fait notre luminosité pour avoir un meilleur roll-off
sur le visage, donc avec notre roue de lumière dans les HDR. On a mis un petit peu de boost pour avoir un petit peu plus de saturation dans l'image. Ensuite pour la peau, ce qu'on a fait c'est que on a mis en fait notre vecteur de peau sur la ligne de couleur de peau dans notre vector scope et pour ça on a utilisé le color wrapper. Et ensuite, on a fait un petit peu plus de densité. Comme ça, on a notre personnage qui se détache beaucoup plus du background. Et du coup, qui va aider en fait notre œil à identifier quelles sont les couleurs et sur quoi on doit se focus dans l'image. Enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vignette. Donc la vignette nous aide aussi à se focus sur notre personnage ici parce que on a éclairé en fait notre personnage et aussi on l'a délimité en assombrissant en fait autour de notre personnage. Et aussi enfin on a fait un nœud d'overlay pour que notre étalonnage soit un petit peu plus peps, mais aussi qui finalise vraiment bien notre étalonnage avec un petit peu plus de densité et un petit peu plus de contraste au global. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que vous pourrez utiliser mon autre tri simple sur vos étalonnages. Si vous êtes vidéaste, j'espère que ça a été clair et que ça a été droit au but. Mon objectif dans cette vidéo, c'était vraiment de vous donner un arbre à nœuds qui va être utile dans la plupart des situations et du coup que vous pourrez réutiliser plusieurs fois dans vos projets. Donc si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vais poster un petit peu plus de contenu sur cette chaîne. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Frenchy-CT. Je poste beaucoup de mon travail en tant qu'étalonneuse dessus et aussi en story mon quotidien en tant qu'étalonneuse. Et du coup, je vous retrouve la prochaine fois. Salut!